au journal sur EDTV. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la réélection de Jean-Claude Talon au poste de président de la Fédération béninoise de tennis. Il va continuer par tenir les rênes de l'instance grâce à son succès obtenu à la dernière assemblée générale élective de cette instance. Oui. N'est pas nouveau. Il vise à inciter les Béninois à créer leurs propres entreprises pour résorber en partie les problèmes du chômage. Mais des initiatives entrepreneuriales sont parfois freinées par l'individualisme. Quelles causes et quelles conséquences? Réponse avec Fréjus Serplan. L'Union africaine, l'UA, tient ce lundi son 29e sommet. La rencontre a lieu à Addis Abeba en Éthiopie avec pour thèmes principaux l'investissement dans la jeunesse et les principaux conflits et crises en cours sur le continent. Oui, c'est une solution au chômage, je vous le disais, il s'agit de l'entrepreneuriat. Problème, la matérialisation de cette idée se heurte à un handicap au Bénin et pas des moindres, l'individualisme. Quelles en sont les causes, quelles conséquences et quelles perspectives? Réponse dans cet extrait d'interview que je vous propose de suivre. Oui, je crois qu'on doit être l'un des rares pays où il y a le plus de sociétés anonymes, unipersonnelles. C'est un mécanisme qui est conçu pour que des gens se mettent ensemble pour faire des affaires. Mais au Bénin, on est toujours seul, avec à la limite sa femme, ses enfants. Donc on fait semblant d'être à plusieurs, moi y compris. Mais la vérité, c'est qu'on veut être seul parce qu'il n'y a pas la confiance. Vous savez, le Béninois, il y a un peu comme le dirait l'autre, du tchénabisme. C'est-à-dire, on veut porter, on veut être le parrain, on veut être le père, on veut être l'auteur de la gloire. C'est moi. Des gens que vous associez veulent vous détruire, veulent vous voler, et au lieu de voir comment vous pouvez ensemble devenir plus fort, ne visent qu'à vous détruire pour prendre votre place. C'est toujours lié au mensonge, c'est toujours lié à cette culture un peu du haut de toi que je m'asseye, à cette culture qui croit que le bonheur est une valeur absolue et que dès que quelqu'un en a pris une certaine partie, une certaine quantité, il réduit la part des autres. Le Béninois considère le Béninois comme un loup, comme le pire ennemi, et donc il se méfie constamment du Béninois. Il préfère encore faire affaire avec des étrangers. On est l'un des rares pays au monde où les gens sont plus à l'aise à faire des affaires stratégiques avec des étrangers qu'avec des Béninois. Partout ailleurs, les gens sont nationalistes et se soutiennent entre eux. Quand tu es étranger, c'est toi qui as des problèmes. Mais au Bénin, c'est exactement le contraire. Quand tu es étranger, tu as toutes tes chances. Quand tu es national, tu n'as aucune chance parce qu'on sait quand nous sommes méchants. Quand vous êtes seul, vous pouvez faire des choses. Mais il y a une limite que vous ne pouvez pas dépasser. C'est pour ça que nous avons beaucoup de petites entreprises au Bénin. Je ne connais pas d'entreprise multinationale au Bénin. Donnez-moi le nom d'une entreprise au Bénin qui est connue dans le monde. Ça n'existe pas. Parce qu'à devoir gérer les choses tout seul, on ne peut faire que les choses petites. Dès que ça va atteindre la taille où il faut être ensemble pour grandir, les gens préfèrent s'arrêter, être petit tout seul, qu'être grand à plusieurs. C'est une question aussi d'éducation de valeurs. Lorsque vous évoluez, vous, seul, parce que vous ne faites pas confiance en l'autre, l'une des conséquences, c'est que le groupe ne réussit plus. Le groupe ne réussissant plus, l'émergence tant souhaitée que nous prenons tous n'a plus forcément cette visibilité qu'on lui aurait souhaité. Vous n'avez plus forcément les moyens d'évoluer, vous êtes peut-être à cause d'idées, à cause de moyens, à cause de ressources en général, vous vous dites je ne fais plus. Et donc du coup, ce que vous entreprenez, très tôt, vous risquez de fermer la porte, vous risquez de fermer la baraque. Or, quand vous êtes en groupe, dès que vous êtes à cause d'idées ou à cause de ressources, l'autre peut suppléer et chacun, en fonction des bases que vous avez définies, le groupe est toujours maintenu. Dans la société, il faut maintenant peut-être cultiver ce que je vais appeler le patriotisme. Le sens du patriotisme semble aujourd'hui déserter un peu le forum et en fonction des intérêts. Et puis ça s'explique, les questions d'emploi font que chacun court dans le sens qui lui plaît en fonction des opportunités. Aujourd'hui, il faut cultiver le patriotisme et aussi cultiver donc le sens de la solidarité, le sens de l'amitié, le sens de la fraternité. Voilà autant d'idéaux, autant de valeurs qu'aujourd'hui nous perdons beaucoup plus, sur lesquelles il faudra revenir soit à l'école ou soit en famille. Promouvoir dans notre culture, dans notre éducation, le fait qu'être plusieurs, c'est bon. Quand un enfant va à l'école au Bénin, la première chose que sa maman lui dit, c'est Quinclin Mando Béro.
Il a dit, pardon, ne te fais pas des amis. Alors l'enfant qui reçoit comme première consigne morale qu'il faut se méfier des autres, comment vous voulez être surpris qu'il ne soit pas capable de s'associer? Il faut réannoncer la bonne nouvelle au Bénin. Il faut apprendre aux gens que Dieu existe, qu'il est vivant, qu'il rémunère ceux qui lui obéissent, mais qu'il châtie toujours, ici et dans l'au-delà, ceux qui lui désobéissent. Le mensonge est un péché. Il faut réapprendre aux Béninois à dire la vérité, à découvrir la splendeur de la vérité et à expérimenter toutes les merveilles qui découlent de la vérité. Sous les feux de l'actualité également, la fin du Forum africain sur le carbone. Il avait réuni la semaine dernière à Cotonou des experts de l'environnement de plusieurs pays du monde. Présent à cette rencontre également le gouvernement béninois, qui est d'ailleurs à l'origine de l'organisation de cette rencontre. Un gouvernement qui tire de nombreux enseignements de cette réunion que je vous propose d'écouter. L'organisation de ce forum, dont l'objectif central est de catalyser les actions collaboratives climatiques pour le développement durable en Afrique, dénote de l'importance que le secrétariat exécutif et les autres membres du cadre de partenariat de Nairobi attachent à la coopération dans la gestion des défis sur le carbone et sur le changement climatique. Cette rencontre de Cotonou, qui a vu la participation de près de 500 experts venus de différents pays du monde, dont 48 de l'Afrique, constitue un signal fort de la conscience climatique des différents pays et en particulier et surtout des pays africains. Mesdames et messieurs, ces 3 jours d'instants de discussion nous ont permis d'échanger sur les différents aspects de cette problématique et surtout de renforcer les connaissances des experts africains sur plusieurs points. Je voudrais en citer 3 principalement. Le premier, ce sont les instruments financiers des actions climatiques, y compris les financements innovants, publics ou privés, les marchés de carbone, la taxe carbone, etc. Le deuxième, ce sont les stratégies de prise en compte des NDC dans les politiques publiques, notamment dans les stratégies et plans nationaux et dans la programmation budgétaire des dépenses. Et le troisième, enfin, les initiatives de coopération avec le cadre de partenariat de Nairobi. Et après le ministre d'État chargé du développement et du plan, écoutez quelques réactions recueillies par Corneille Aïssé et Damien Pedro au thème du Forum africain sur le carbone. Elles mettent l'accent sur les acquis du Bénin, notamment la possibilité qui lui a été offerte d'accéder aux pratiques réussies dans d'autres pays africains en matière de finances, de crédit carbone. Le Bénin gagne d'abord de pouvoir accéder à des pratiques réussies dans d'autres pays africains en matière d'accès à la finance carbone, au crédit carbone. Chose pour laquelle le Bénin a du potentiel mais n'a pas encore le savoir-faire. Donc pouvoir interagir avec ces gens-là, ceux qui le font au niveau national, au niveau local dans d'autres pays, l'Ouganda, le Kenya, j'en passe, mais aussi voir quels sont les mécanismes au niveau des politiques publiques qui ont créé cet environnement-là, pour que ce potentiel ne reste plus un potentiel qui dort. Comme l'a indiqué la conférence d'Addis Abeba de 2015, qui appelle les États africains à vraiment mobiliser les ressources internes pour un développement durable. Et je crois qu'il y a beaucoup de créneaux en interne. Par exemple, quand nous allons commencer par lutter contre les flux illicites financiers, quand nous allons commencer par améliorer notre assiette fiscale en luttant contre les évasions fiscales, je crois que nous allons beaucoup économiser. Dans ce cadre, les ministères de l'environnement et ceux des finances pourront vraiment travailler ensemble pour développer des stratégies, développer des politiques allant dans le sens d'une meilleure orientation de ces ressources-là et créer des conditions pour que les banques puissent vraiment aider à la création des entreprises. Le forum carbone nous a permis de revisiter effectivement nos différentes stratégies. La première voie, c'est celle qui a été indiquée par les Nations Unies, élaborer les contributions déterminées au niveau national. C'est-à-dire que chaque pays se dote d'un plan pour faire face aux effets du changement climatique. Donc chaque pays a un CDN à déposer. Nous avons nos plans nationaux d'adaptation. Chaque pays cible un peu ses secteurs prioritaires. Au Bénin, c'est l'agriculture, mais c'est
pratiquement la même chose pour plusieurs pays. Il y a le domaine de l'énergie. Vous l'avez entendu également, le domaine du développement urbain à cause de la concentration démographique qui nécessite d'apporter des infrastructures résilientes pour répondre efficacement à cette fragilité qui est créée par l'absence de planification. Donc nous avons convenu que oui, il faut remettre la planification à sa place. Il faut compter d'abord sur les ressources nationales pour la mise en œuvre de ces contributions déterminées. Il faut impliquer le secteur privé qui a une force de mobilisation de ressources qu'on ignore souvent, et il faut aussi descendre jusqu'au niveau des collectivités locales pour que on se donne le maximum de chances de voir nos contributions mises en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut que les ressources atterrissent directement au niveau des communes et des collectivités pour la mise en œuvre de plans élaborés à ce niveau-là. Donc nous avons convenu que nous restons totalement concentrés sur l'objectif de 1,5 à ne pas dépasser pour le réchauffement. Environnement encore, c'est aujourd'hui la journée internationale sans sacs plastiques. Oui, le monde lutte à sa manière contre l'utilisation de ces sacs. Justement, ces différents usages faits de ces sacs plastiques font partie des questions auxquelles s'intéresse le Bénin. Dans le cadre de la célébration de cette journée, il est question de la pollution qu'ils engendrent et des risques qu'on court en les utilisant, comme nous l'explique le directeur général de l'environnement. Les sachets plastiques créent beaucoup de dommages à notre environnement. En réalité, les sachets plastiques entrent au plus avec 100 francs. Vous avez un sachet plastique quand vous allez tout dépenser. Mais pour la pré-collecte, la collecte, la gestion, le traitement, l'élimination, la valorisation. Vous l'avez noté, un souci technique dans la diffusion de cet extrait d'interview. Il était question de la pollution qu'engendre l'utilisation des sacs plastiques. Je vous propose à nouveau d'écouter cette interview. Un sachet plastique dure 400 ans dans l'environnement. Mais en dehors donc de la gestion, quand nous prenons par exemple l'élimination, il y a certaines personnes qui brûlent les sachets. Quand on brûle les sachets, on libère donc de la dioxine, on libère donc des fumées, des particules épaisses. Et ces particules, donc surtout les fines qui vont se retrouver pendant le fumage, donc le brûlage de ces plastiques, vont aller se loger dans l'arborescence pulmonaire et vont créer pas mal de dégâts pour la santé. C'est pourquoi nous traînons des problèmes donc de cancer de poumons. Des gens qui n'étaient pas asthmatiques aujourd'hui souffrent de ça, toujours à cause donc de ces sachets plastiques. L'autre impact sur l'environnement, c'est l'imperméabilisation du. Un problème qui demeure, nous vous prions de nous en excuser. Des nouvelles de nos communes à présent, particulièrement, il s'agit particulièrement de celle de la Bomey-Calavi qui était récemment en session de municipalité. Cela se passait à Kpanrou. On écoute le maire de la commune à ce sujet. L'objectif de ces séances tournantes de municipalité au siège des différents arrondissements de notre commune, celui de nous voir nous impliquer réellement dans les actions de développement de notre commune est en train d'être atteint. Il me paraît important que nous commencions par réfléchir sur le type de lotissement à exécuter dans l'arrondissement de Kpanrou en vue de son développement durable et harmonieux. Kpanrou doit être et demeurer le grenier non seulement de notre commune d'Abomey-Calavi, mais également de notre département, le département de l'Atlantique, et par ricochet de notre cher pays, le Bénin. C'est avec une joie que j'ai reçu ici même des mains d'un des vôtres, qui plus est un éminent professeur de l'université, un cadre de Kpanrou, autour duquel, avec votre chef d'arrondissement, vous vous êtes réunis pour une journée de réflexion sur le développement de l'arrondissement de Kpanrou. Chère population de Kpanrou, cela fait bientôt 1 an que nous nous sommes rencontrés ici même
pour échanger sur les principales préoccupations liées au développement de votre, que dis-je, de notre arrondissement Kpang-Ron. Vous nous aviez fait des propositions qui ont d'ailleurs été prises en compte par le conseil communal. L'inauguration et la mise en service de la maison des jeunes de l'arrondissement de Kpang-Ron et la remise de sites pour la construction d'un module de 3 classes, de 3 salles de classe avec bureau et magasin à l'école primaire publique de Djigbo, ce jour en constitue les preuves. Religion, l'église protestante méthodiste du Bénin a un nouveau président, le tout premier élu après la longue crise et la période de transition qu'a connue le PMB. Ilanon Mondiesu Amos Ronsa. Son élection a eu lieu au cours du dernier synode de l'EPMB. Le nouveau président de cette église veut œuvrer pour le développement spirituel de l'église protestante méthodiste. Cela fait partie de ses priorités. Quant au président de l'organe transitoire de gestion de l'église, il appelle le pasteur Amos à préserver la paix au sein de l'EPMB. Les travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions et les résolutions qui ont été prises dans le cadre du développement de l'Église. Je crois que je suis, certes, le nouveau président élu. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Parce que l'être humain, en tant que tel, ne mérite rien, n'est digne de rien. Mais Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Donc, c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Je vais mettre d'abord l'accent sur le développement spirituel de l'Église. Parce que tout développement doit partir au niveau de l'Église du plan spirituel. Donc nous allons réarmer les pasteurs, les fidèles, pour leur permettre de s'épanouir d'abord spirituellement. Ensuite, nous allons mettre aussi l'accent sur le développement social économique, c'est-à-dire la diaconie. La diaconie, il ne peut pas avoir l'engagement évangélique, il ne peut pas avoir l'engagement personnel. Donc nous allons mettre l'accent sur la diaconie. Ma contribution, je crois, et c'est mieux de dire notre contribution parce que on travaille en équipe. Et on travaille en équipe, c'est toute l'Église qui nous accompagne. Donc, quelles que soient les idées que nous avons besoin de l'accompagnement des uns et des autres pour réussir notre mission. De 2 communautés que nous avons gérées aujourd'hui, et nous avons une seule communauté que nous pouvons appeler Église protestante méthodiste du Bénin. D'abord, il y a la joie qui nous anime. Le fruit aussi, c'est les nouveaux dirigeants que nous avons. Le fruit aussi, c'est que désormais, il n'y a plus la guerre entre les protestants méthodistes. Et il y a maintenant la paix que nous devons renforcer. De la nouvelle équipe dirigeante, c'est de pouvoir tenir sans faille le flambeau de la paix, retrouver au sein de l'Église le flambeau de l'unité. Voilà ce que je peux leur demander. Et ceci ne peut être fait que sous la conduite du Saint-Esprit. Mais si c'est sous la conduite de la chair, je crois que ce flambeau risque de s'éteindre. Voilà ce que je leur demande. Mais je prie le Seigneur pour que ce flambeau ne s'éteigne pas et que la flamme de l'Esprit continue de les animer, de les fortifier pour que cette mission, à leur confier pour un mandat de 5 ans, à la fin, qu'ils puissent faire un compte rendu positif à l'Église. Actualité en dehors du Bénin, les États africains tiennent dès ce lundi le 29e sommet de l'Union africaine UA. La rencontre se déroule à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs sujets seront en débat, dont la lutte contre les principaux conflits en cours sur le continent. Sport, on revient au Bénin pour en parler. Jean-Claude Talon a été réélu président de la Fédération béninoise de tennis ce samedi par 14 voix pour et 9 contre. Il va continuer à tenir les rênes de cette instance. Son nouveau mandat, il voudrait en faire une aide de consolidation des structures à la base du tennis béninois. Il se rêve aussi à la place de celui qui va promouvoir une session améliorée à la tête de cette instance. Propos recueillis par Laurent Tonekes. Nous sommes convaincus que, au sein de ce groupe nouvellement installé, dont vous venez de nous gratifier, puisque c'est vous qui nous avez mandatés pour cette mission pour 4 ans, nous ne manquerons pas de faire tous les efforts nécessaires, tous ensemble, pour poursuivre l'œuvre de consolidation
nous aurons également à œuvrer en vue de la consolidation de nos structures à la base. Nous en avons parlé tout à l'heure. C'est une tâche qui n'a pas été accomplie au cours du précédent mandat, nous l'avons dit. Nous allons y travailler tous ensemble dès maintenant pour que les associations à la base, monsieur le représentant du ministre, les associations au niveau départemental et toutes les structures réglementaires que nos statuts nous indiquent d'installer, nous allons nous œuvrer pour qu'elles soient installées, pour que notre gestion soit améliorée et je dirais que la participation de tous soit effective dans le développement de notre sport. Puisque chaque fois que nous gagnons à travers nos programmes scolaires, que nous allons redynamiser, chaque fois que nous gagnons un nouveau jeune tennisman ou une nouvelle jeune tennisman, eh bien, nous agrandissons le cercle de notre famille. Et chaque fois que nous voyons passer des partenaires, des contributeurs, des personnes engagées à nos côtés, nous devons tout faire également pour les conserver. C'est vrai, je suis un conservateur, j'aime que les acquis demeurent. J'aime que tout ce qui a déjà été conquis soit consolidé. Et c'est comme ça, je suis sûr que dans quelques années, ou en tout cas au cours de ces prochaines 4 années, nous allons gagner quelques galons supplémentaires. Et je voudrais, en cet instant, nous féliciter d'être ainsi constitués désormais, en vous souhaitant la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons nous congratuler encore tout à l'heure. Et je vous souhaite tous la bienvenue et soyez fiers d'appartenir à cette équipe dans laquelle nous avons des ambitions. Et je suis convaincu, monsieur le représentant du ministre, que nos ambitions seront accompagnées et soutenues au plus haut niveau et certainement de façon très particulière auprès du ministre Oswald Omeki qui nous a fait confiance et qui, je suis sûr, est en train d'œuvrer pour que le tennis ait de meilleurs lendemains et des lendemains radieux au Bénin. Sport encore, retenez ce nom, Larkin. C'est une femme d'un certain âge, mais c'est aussi une grande marathonienne à l'actif de cette Sud-Africaine. 500 médailles remportées lors de ce semi-marathon. À 85 ans, elle continue de faire la une des journaux. Casquette vissée sur la tête, Deirdre Larkin est prête à braver le froid de l'hiver sud-africain. Il est 6 heures du matin et elle est au départ d'une course de 10 km à Pretoria. Fondue dans la masse, elle ne passe pourtant pas inaperçue. Du haut de ses 85 ans, elle est la record woman du semi-marathon dans la catégorie des plus de 80 ans. Quand les gens me dépassent, parce que beaucoup de gens me dépassent, ils me saluent, ils me disent « Bonjour, on t'a vu dans l'émission Carte Blanche, on t'a vu à la télé. C'est toi qu'on a vu à la télé ?» Mais sinon, vous savez, on n'a pas le temps de discuter plus longtemps parce que tu as besoin de garder ton souffle pour la course. Peu avant ses 70 ans, son médecin lui diagnostique de l'ostéoporose. Après plusieurs années de traitement et après s'être essayée au yoga, sans succès, elle découvre avec son fils la course à pied. 7 ans plus tard, elle court 8 km 3 fois par semaine dans les rues de son quartier de Johannesburg et enchaîne les compétitions. Je n'ai jamais pensé à mon âge, j'avais juste envie de courir. Ce sont les gens qui me disent tout le temps « Tu es vieille, tu es vieille ». J'y pense maintenant, mais avant ce n'était pas le cas. Je me sens plus vivante, j'ai plus d'énergie. La vie de l'octogénaire ne se résume pas au marathon. Ancienne pianiste de concert, elle dispense des cours tous les après-midi dans un lycée privé de Johannesburg. Là aussi, la rigueur est de mise devant des élèves impressionnés. Après le cours, je suis souvent fatiguée parce qu'il dure longtemps. Des fois, on a des discussions où elle me motive. Ça me rappelle ses exploits et ça me fait penser que je peux aussi accomplir tout ce que je veux dans la vie parce qu'elle défie le destin. L'année dernière, Deirdre a participé à 65 courses, dont plusieurs semi-marathons. Elle espère continuer à courir aussi longtemps qu'elle pourra. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benineden.tv.